Il y en a certains qui sont encore en retard, mais comme je l'avais proposé en réunion préparatoire de présidents de groupe notamment, et je remercie les conseillers qui avaient vu dans les actes accomplis que nous avions commencé à travailler avec l'UCPA, mais qu'il y avait un côté encore confidentiel dans nos premières pistes de travail, d'avoir attendu finalement aujourd'hui pour bien poser toutes les questions. Et c'est bien normal puisque les représentants nationaux qui vont se présenter sont là. L'idée est qu'ils vous présentent leur études et leurs projets, et puis nous les retrouverons dans 2 mois à peu près pour le rendu de cette étude, et puis que nous puissions ensuite nous positionner sur la décision finale, le montage final sur leur projet. Donc sans plus attendre, si tout marche bien, et en attendant que tout le monde s'installe, est-ce que la visio fonctionne? Donc voilà, ça va se lancer. Donc c'est toi qui as touché? Bon. Donc Éric Marchand, adjoint au sport, voilà déjà qui commence à saboter le. Ah ben voilà, très bien. Alors avant que le PowerPoint de présentation se lance, je vous propose de vous présenter et puis de nous expliquer les raisons de votre venue et de la démarche que nous continuons à entreprendre ensemble. Merci beaucoup. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, bonsoir. Écoutez, déjà, merci de nous accueillir. On a traversé la France, mais je disais à Bilal, je suis venu à Autun déjà, parce que je faisais du triathlon, et effectivement, il y a quand même une histoire avec le triathlon d'Autun. Ça ne nous rajeunit pas. Je me tourne vers l'adjoint au sport, mais je pense que ça doit faire au moins 25 ans, je pense, je faisais le triathlon d'Autun déjà à l'époque. Donc, effectivement, comme l'a rappelé Monsieur le maire, l'idée c'est que on vous présente l'état de nos réflexions, de nos échanges. On se permettra de vous présenter quand même notre groupe associatif, parce que tout le monde ne le connaît pas forcément. Et donc, on vous a partagé un support. Avant tout, donc, je me permettais, on va se présenter très rapidement. Bilal, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Bilal Ahmad, je suis directeur de projet à l'UCPA. Je pilote le développement du groupe, notamment sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur la région aussi Bourgogne et Grand Est. Voilà. Ah, pardon, oui, je t'ai coupé du coup. Ah oui, c'est pas mal ça. Vous voyez? Ouais, très bien. Bon, excuse-moi Bilal, vas-y. Donc c'est moi qui ai piloté un peu l'étude sur l'opportunité d'implantation à Autun avec le projet de camping UCPA. Non. Là, c'est vous couper les autres. Mais vous êtes déjà allumé. Donc ok. Bon, de toute façon, je vais me lever. Donc moi, je suis Mathieu Briol, je suis le directeur du développement du groupe de l'UCPA. Et donc, quand on dit développement à l'UCPA, nous n'embarquons pas le développement produit, parce qu'on a beaucoup de cellules, marketing, produits, etc. Mais c'est ce qu'on appelle le développement de nos destinations sportives, savoir le destination sportive dans les territoires. Et donc, c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. Prenez le micro, parce qu'on nous suit sur les réseaux. Si vous n'avez pas de micro, vous êtes... Ah non, sinon je vais rester assis. Alors, voilà, donc effectivement, ça nous semblait vraiment intéressant aujourd'hui de vous rappeler un peu qu'est-ce que l'UCPA. Donc c'est un groupe associatif qui a été créé dans l'après-guerre et donc à l'initiative des pouvoirs publics. C'est un groupe qui a été créé à l'initiative du ministère des Sports et de l'Éducation, et notamment qui avait pour objet d'encadrer et de redynamiser des activités sportives en direction des jeunes, et plus particulièrement évidemment pour sécuriser et donner accès aux activités de plein air. Le mouvement historique, il s'est concentré autour des activités de ski. Donc il y avait vraiment un gros pôle qui était sur les Alpes en priorité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a à peu près 5000 lits dans les Alpes. Et sur les activités nautiques,
avec évidemment l'accès sur la voile, la plongée, toutes les activités nautiques. Ce groupe associatif, il a beaucoup évolué. Au début, il était fortement soutenu par les pouvoirs publics, y compris financièrement. Aujourd'hui, il est complètement autonome, mais la gouvernance en fait de ce groupe n'a pas changé. On retrouve dans la gouvernance de l'UCPA 4 ministères, donc l'éducation, la jeunesse, le sport et également l'agriculture, parce qu'il y a une activité forte autour de l'équitation. Et également alors des instances, Comité national olympique, une quinzaine de fédérations sportives, des mouvements jeunesse, Léo Lagrange, l'éducation populaire, etc. Cette gouvernance des intéressés, elle est toujours la même. Et aujourd'hui, elle pilote vraiment la garantie des missions historiques de l'UCPA, qui sont vraiment l'accessibilité et l'éducation par le sport. Mais évidemment, il a fallu quand même qu'on se bouge pour faire évoluer ce groupe, et notamment qu'il soit complètement autonome sur le plan financier, et également qu'il puisse continuer maintenant il va bientôt avoir 60 ans, en tout cas continuer à répondre aux besoins des usagers, et des usagers d'aujourd'hui et de ceux de demain. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, juste quelques chiffres, notre groupe associatif fait à peu près un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, qui sont répartis à peu près entre 2 tiers et 1 tiers. Il y a 2 tiers du chiffre d'affaires qui est porté par le métier des vacances et 1 tiers par le métier, ce qu'on appelle des loisirs, qui sont plutôt finalement toutes les activités qui n'embarquent pas d'hébergement et donc qui ne sont pas des séjours sportifs, etc. Donc l'offre, ce qui est intéressant sur ce slide, c'est aujourd'hui comment se déclinent toutes les marques du groupe. Aujourd'hui, on a 4 gros pavés. En haut à gauche, vous retrouvez tout ce qui relève des vacances adultes. Donc ça se décline à la fois par des séjours jeunes adultes, le séjour historique, des séjours vacances. On a ouvert aujourd'hui on fait des séjours qui s'adressent à des vacances. La Balaguère, pour ceux qui connaissent, c'est un acteur qui est implanté dans les Pyrénées, à Reims-Marsous exactement, et qui propose des séjours pour les seniors, énormément d'itinérance, en France, mais également dans les déserts, à l'international. Et la marque Wellness Camping, qui est pas neutre, parce que c'est celle qui nous réunit aujourd'hui, qui est une marque qu'on a déclinée au travers des campings que l'on gère. Ensuite, à droite, vous avez tout ce qui relève des offres vacances mineures, enfants-ados, ce qu'on appelle. Et vous avez UCPA Odyssée, qui sont les séjours historiques portés par l'UCPA. Et depuis maintenant plusieurs années, on a d'autres marques. On a Téligo et Tout Azimut, qui ont permis d'ouvrir plutôt sur des colos, plus des colos camp, nature, etc. Aujourd'hui, il faut savoir que ça représente à peu près 70 millions de chiffre d'affaires du groupe. Ensuite, on a un dernier pôle qui est important, enfin 2 derniers pôles. Un pôle qui est en bas à gauche, qui englobe tous les métiers, ce qu'on appelle du loisir, qui sont portés par la 2e association du groupe. Un secteur qui est en fort développement aujourd'hui, qui s'est structuré au début par le biais des marchés publics, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, on a des délégations de services publics, des marchés de services, des concessions, des projets marchés publics. Donc on a tout type de marchés, y compris des très gros marchés, parce qu'on gère le vélodrome sur lequel il va y avoir les Jeux Olympiques, des pôles France, des petites piscines, des salles de sport, des bases de loisirs, enfin tout type d'équipement. On gère aujourd'hui 80 équipements sportifs et notamment 17-18 centres équestres, 25 centres aquatiques, etc. Ensuite, on a une marque The Roof, qui est en fait une marque qu'on a développée en auto-entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est des salles de bloc, de grimpe, et on a une vingtaine de salles qui se sont développées aujourd'hui plutôt sur l'ouest, mais on en a une qui va ouvrir à Valence. Et aujourd'hui, nous, on est juste un peu une sorte de franchise centrale. On a dynamisé, on accompagne les porteurs de projets. Du coup, on amène de la sécurité, de la trésorerie, etc. Et ensuite, ce sont des projets qui sont uniquement portés par des auto-entrepreneurs. Et une dernière marque qu'on appelle UCPA Sport Station. On en a pas mal entendu parler ces derniers temps parce qu'on a ouvert des très gros équipements. Ce sont des projets purement privés
qu'on a développés dans des cœurs de grandes métropoles en projets d'aménagement. Donc ce sont souvent des VFA traditionnels, donc des vrais projets d'aménagement dans lesquels l'UCPA est positionné en exploitant mais aussi en investisseur. Et on a développé des gros projets ouverts dans les villes. On a une auberge de jeunesse, un sport hostel à Paris. On a ouvert un très gros projet de 13 000 m² à Bordeaux, un à Nantes, un tiers-lieu à Toulouse, et on en a d'autres en développement. En ce moment, on passe en comité d'engagement un projet à Montpellier de la Tour des Sports. Un petit point quand même sur la partie droite, qui est un secteur très important du CPA. Aujourd'hui, on fait de la formation. On forme à peu près 5000 jeunes par an, à peu près aux alentours de 3000 à 3005 sur des formations BAFA, BAFD, et à peu près entre 1005 et 2000 formations de BPGEPS, donc des vraies formations professionnelles liées à nos activités sportives. Alors des métiers historiques, le secteur, le ski, les BPGEPS, des activités, mais également des activités plutôt en tension. Je me tourne vers les BNSSA, les BPGEPS, natation, tous les secteurs qui sont un peu compliqués, et donc on a ce secteur-là. Petite parenthèse, on a même 3 écoles de DJ où aujourd'hui on forme au métier de l'animation de la nuit, etc. Et on a des brevets qualifications professionnelles autour de ces métiers-là. Donc ça, c'est la grande carto de l'UCPA. On va suivre, je ne me rappelle plus de ce qu'il y a après. Voilà, donc juste un petit zoom avant que Bilal vous présente le projet. C'est un petit zoom sur toutes les activités plutôt embarquées dans le cadre du secteur du loisir. Et juste pour vous montrer, parce que c'est important pour faire quand même la passerelle avec les vocations et les interactions que vous pourrez créer sur le projet ici à Autun, c'est la manière dont on a pu développer, s'approprier en tout cas la connaissance et les spécificités d'un certain nombre d'activités sportives. Donc là, vous voyez à droite, au travers du métier des loisirs, on a aujourd'hui, on gère 25 centres aquatiques, des patinoires, dont le pôle France est à Cergy-Pontoise, avec le pôle de hockey et des sites où on a des clubs de Magnus, 18 centres équestres, des espaces bien-être, des fosses de plongée, parce qu'on a également un secteur évidemment vacances, parce qu'on gère des centres comme Niolon, etc., qui sont vraiment des spots historiques de plongée, avec la fédération, mais également des fosses pour faire les passerelles. On en a une à Dijon, notamment, qui est assez utilisée en proximité. Des salles de fitness, on a énormément de salles de fitness, des golfs, même si c'est quand même pas notre vocation, c'est plutôt des golfs qu'on récupère dans des grands projets de base de loisirs, quand c'est adossé à d'autres activités, mais on n'est vraiment pas un exploitant de golf comme des YouGolf ou Jeff ou autres. Des salles d'escalade, on en a plusieurs, notamment des très grosses salles en direct, en plus des salles de The Roof. On a des gros complexes, on en a un Vitam qui est près de Genève, mais on a des salles aussi qu'on a développées dans les grandes villes, des espaces de raquettes, des skateparks, etc. Alors, ce que je vous propose là, c'est que Bilal vous présente un peu l'approche qu'on a pu avoir du projet sur Autun. Oups, c'est bon? Ok, très bien. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un peu la marque UCPA Wellness Sport Camping, qui est une marque créée par l'UCPA. Et l'objectif de cette marque, c'était de répondre aux attentes des consommateurs, des personnes qui souhaitent partir en vacances. Voilà. Avant de présenter le concept, on voulait bien rappeler un petit peu quelques chiffres clés pour dire qu'aujourd'hui, l'UCPA est un acteur reconnu sur le marché des vacances sportives. Donc aujourd'hui, on accueille à peu près 125 000 enfants et adolescents, notamment avec les 2 marques que Mathieu a présentées, donc UCPA Odyssée et UCPA Tout Azimut. On accueille également 130 000 adultes avec la marque UCPA Sport Nature et plus de 10 000 familles avec la nouvelle marque qu'on a créée, UCPA Esprit de Famille.
Voilà. Donc, c'est quoi le Wellness Sport Camping qu'on souhaite développer sur la commune d'Autun? Donc, le Wellness Sport Camping, c'est un camping avec des marqueurs forts, 3 marqueurs forts qui sont le sport, le bien-être et les animations. Donc, l'idée, c'est de développer une destination sportive, comme Mathieu l'a évoqué tout à l'heure. Donc, l'UCPA a vocation à développer une destination sportive où on peut se retrouver en famille, des parents avec des enfants, avec un concept autour du sport, de pleine nature. Et on a la liberté de faire des activités sportives, mais également des activités douces, comme du vélo par exemple, du wellness. Donc voilà un peu les grands marqueurs de notre projet Wellness Sport Camping. Aujourd'hui, ouais. Je me permets juste de compléter là sur ce point-là, c'est important parce que le positionnement sur les campings à l'UCPA, c'est quelque chose d'assez nouveau. Nous, je pense que la dune bleue, on doit la avoir depuis, je crois, 7-8 ans peut-être. Ouais, après, ouais. Et c'était pas forcément un axe stratégique parce que historiquement, on ne raisonnait qu'en silos avec des marchés séparés. On avait vraiment le marché des vacances, le marché du loisir. Donc quand les collaborateurs ils attaquaient le marché des DSP piscines, on était en concurrence. Et il y a 4-5 ans, on a remis à plat toute la stratégie du CPA en se disant finalement, c'est véritablement, on ne doit pas raisonner en marché, mais on doit raisonner en destination sportive, donc en territoire. C'est-à-dire que, et après on voit finalement avec notre capacité à développer soit des centres de vacances, soit des campings, soit même des projets de loisirs, finalement est-ce que ça a du sens que l'UCPA vienne dans un territoire et après on trouvera des solutions pour rentrer. Et donc le camping, il s'est vraiment inscrit là-dessus parce que l'idée c'était pas de conquérir le camping et d'aller de dire on fait 10 000 campings en France en mode camping avec des toboggans, etc. Mais c'était de se dire est-ce que ça a du sens qu'on puisse au travers de camping finalement toucher et développer des destinations sportives du CPA dans lesquelles on pourra accueillir les publics que Bilal a développé, c'est-à-dire soit des enfants sur des périodes, soit des familles quand c'est le moment. Également, il peut y avoir des clubs sportifs, etc. Et donc, nécessairement, ça pose la question du positionnement, dans quel territoire, quelle offre on va pouvoir faire, mais aussi la manière dont on va pouvoir imbriquer la destination, le projet avec le territoire. Et c'est vrai que du coup, vous allez voir, ici, il y a des choses qui peuvent être intéressantes dans ce sens-là. Voilà, donc aujourd'hui, on a 3 destinations Wellness Sport Camping. La première, c'est en Gironde, c'est la Dune Bleue. La deuxième, c'est dans les Hautes-Pyrénées. Et la troisième, en Ariège. Donc, je ne veux pas citer toutes les activités, mais juste histoire de dire qu'aujourd'hui, on a une variété d'activités sportives, donc dans le vrai sens de sport, notamment tout ce qui est VTT, acrobranche, tout ça, mais aussi on a des activités douces parce qu'on vient ici, parce que il y a une belle ambiance, le cadre il est agréable, donc on développe d'autres activités comme le yoga, le fitness, donc on est plutôt sur des activités, ce qu'on appelle activités douces. Voilà, donc tout ce qui est réveil musculaire, fitness, yoga, c'est des activités qu'on développe ou qui sont présentes sur nos campings. Pour compléter, alors c'est vrai que la dune bleue sur Bombane, en fait, se remplit vraiment en mode très camping parce que c'est une destination par définition très très touristique. C'est on est on va faire du surf, donc. Par contre, les 2 autres sont très intéressants. Alors Loudanvielle et vraiment autour de Saint-Lary, ce sont 2 sites dans les Pyrénées. Mais le plus intéressant par rapport au projet d'aujourd'hui, c'est vraiment Ax-les-Thermes. Alors, j'en parle plus facilement parce que du coup, j'habite dans les Pyrénées, mais le travail qu'on a mené avec la mairie sur Ax, il est intéressant parce que juste avant de ce camping, en fait, on a un deuxième camping qui est juste collé et dans lequel ils l'ont positionné 5 étoiles. Ils ont réinvesti sur des piscines, des toboggans, énormément. Et du coup, nous, on a pu vraiment repositionner ce deuxième camping sur une vraie destination outdoor.
Et donc dedans, on a travaillé sur des espaces où on met par contre de la récupération, on a mis des locaux pour tous les clubs de VTT qui viennent, donc ils peuvent stocker, ils évitent de rentrer leur VTT dans les bungalows comme on fait toujours. Et donc on a pu positionner vraiment le camping sur vraiment une position un peu très différente de l'autre camping qui est très positionné, très grand public, etc. Et donc il a trouvé position et on voit bien que dans le mode de commercialisation, voilà, on voit bien dans cette logique, ça marche, c'est très intéressant. Ouais. Ouais, donc évidemment là-bas alors on est à Ax-les-Thermes, donc l'hiver, il faut savoir qu'il est ouvert pratiquement toute l'année, donc on accueille des gens qui vont au ski, hein. Mais bon, c'est vrai que maintenant les Pyrénées, en fait les Pyrénées ont été assez innovants en termes de ski parce que ça fait bien longtemps que le dérèglement climatique dans la chaîne pyrénéenne est une réalité, et donc là-bas vous pouvez tomber en février, faire autant du VTT, puis le lendemain il tombe à 1,50 m et vous voulez faire du ski. Et donc il y a tout un positionnement qui a été très fait outdoor, donc on voit VTT, de la rando évidemment, la pêche, on est le long de l'arbre, donc du coup, pas de l'arbre, on est le long de... J'étais à Chamonix la semaine dernière, c'est pour ça que je me mélange un peu les pieds, mais du coup, on arrive, on a la pêche, on a l'acrobranche évidemment, on a complété, on a fait un pas de tir à l'arc, on a de l'eau vive parce que du coup, on fait des points de départ, nous on a identifié des centres où on s'appuie avec les acteurs locaux pour faire du stade d'eau vive. Les thermes, évidemment, la ville a une SEM, elle a des termes, etc. Donc on a fait des passerelles de produits avec des entrées gratuites, des abonnements sur la terme, comme ça ils peuvent. Et nous, on a travaillé juste sur un espace bien-être, plutôt récup, parce qu'en fait, le bien-être grand public, il va sur les termes. Et donc ça, c'est vraiment des choses. Donc on a une sorte même d'une petite enceinte office du tourisme qui est dans notre camping, où on a des permanences, où l'hôte vient au camping, peut 2 matinées dans la semaine faire. Et cette année, pour la première fois, on fait des stages mineurs. Je ne veux pas dire de bêtises, on doit avoir une 50aine de PAX cet été, où on a commercialisé du coup en centrale, dans le cadre de nos catalogues, la destination pour les enfants de vacances au camping d'Ax-les-Thermes. Voilà, donc nous, nos équipes de marketing ont réalisé des études sur la destination qui ont confirmé l'intérêt de la destination, notamment sur les activités sportives, ce qui est en parfaite adéquation avec l'ADN de l'UCPA. Donc on a identifié, que vous connaissez tous, on ne va pas redire, mais voilà tout ce qui est activités VTT, parcours trail, escalade, randonnée, donc tout ça c'est des activités qu'on développe sur nos centres et sur nos campings. Pareil pour le site d'implantation, l'idée c'était d'avoir une parfaite implantation du camping dans son environnement, avec une vraie ouverture, que ce soit sur le parc naturel du Morvan avec les activités de VTT, mais aussi l'idée c'est de créer des passerelles avec l'existant, notamment le golf, la base de loisirs, la piscine et l'espace sport nature. Voilà, donc l'idée c'est de s'ouvrir sur le territoire et de créer des vraies passerelles avec son environnement. Donc aujourd'hui, le projet de camping pour la ville d'Autun se structure autour de 3 axes principaux. Le premier, c'est ce concept sport nature, donc ce que je viens d'évoquer. Donc l'idée, c'est d'intégrer ce camping dans la nature, son ouverture sur l'environnement, mais aussi sur le territoire. Et également donc de favoriser toute la pratique des activités de pleine nature, qui sera le fil rouge conducteur pour notre camping. Et enfin donc créer des partenariats peut-être avec le centre aquatique, avec le golf, pour favoriser la pratique de l'activité sportive.
Et le deuxième élément, c'est le bien-être qu'on met beaucoup en avant sur nos campings. On n'est pas dans la surconsommation, mais on est plutôt dans la mobilité douce, la consommation des activités douces, et la connexion avec la nature. Donc ça, ce qu'on met en avant, que ça soit par le biais des aménagements qu'on va faire, la liaison avec la nature, mais aussi avec les activités qui sont pratiquées. Donc, on pratique du yoga, du fitness, de sophrologie, réveil musculaire, et des balades ou des randonnées qu'on peut avoir en lien avec le parc naturel du Morvan. Et enfin, bien sûr, donc il y a les animations, parce que c'est ça ce qui va faire vivre ce camping. Donc les animations, donc on va créer des ateliers ludiques pour les enfants, des concerts. Des activités et des animations, des randonnées en groupe et des soirées animées. Et l'idée aussi de s'ouvrir sur le territoire, de faire des parcours de visite, parce que vous avez un patrimoine qu'on peut valoriser également. Donc ça peut faire partie des balades ou des visites qu'on peut organiser au niveau du camping. Donc voilà les trois marqueurs forts, on va dire, ou les trois axes autour duquel on pourrait développer le camping à Autun. Je vais reprendre très concrètement là. C'est un peu l'ambiance que nous on voit bien sur ce projet-là. Hein. De toute façon, on a évoqué Axe, mais vous voyez nos bungalows d'Axe-les-Thermes, etc. On est vraiment dans l'ambiance conviviale, etc. Les publics ciles, j'en parlais, c'est vraiment un fonctionnement finalement plutôt qui va se caler sur les saisons. Où là, effectivement, on ne va pas forcément fonctionner en plein hiver, mais on voit bien qu'il y a plein de hautes saisons, on va être quand même très famille. Et puis, basse saison, on a les groupes UCPA scolaires et du coup, tous les groupes sportifs et les installations qu'on pourra assez bien caler et on sait bien les commercialiser. Aujourd'hui, à ce stade-là, hein, on voit bien à peu près entre 65 et 70 logements, mobil-homes, un peu d'espace des emplacements nus, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Aujourd'hui, on a même un projet qu'on développe sur une île de loisirs avec VVF, on voit bien que c'est aussi ces modèles-là qu'on a en référence. Et puis les activités, je ne reviens pas dessus, le Bilal vous les a bien présentées. Alors, juste pour finir, aujourd'hui, nous, on commence à quand même bien maîtriser les modèles. Je parlais de VVF ou même de nous. Aujourd'hui, on voit bien que si on s'attarde sur la partie, aujourd'hui, un modèle comme ça, sur ses bases, aujourd'hui, il peut porter à peu près entre 3,5 millions et 4 millions d'investissements qui permettent globalement de financer l'ensemble du projet d'exploitation. Quand on dit projet d'exploitation, principalement les dépenses, évidemment, sont les logements, les chalets et ou mobil-homes et les installations en dur. Ça va être le pôle d'accueil, les vestiaires pour les espaces nus, etc. Et du coup, pour ce qu'on fait tourner, ce que les Bilal et les collaborateurs passent dans les comités d'engagement et les comités à risque, aujourd'hui, c'est souvent des durées de 15 à 20 ans qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des modèles qui tournent, et notamment du fait de l'amortissement qui est nécessaire pour ce niveau d'investissement. On voit bien qu'on arrive, en fonction des produits, entre 10 voire 15 ans, à trouver un bon équilibre en fonction de la bonne gestion du mobilier et de l'investissement des mobil-homes et des chalets pour les maintenir jusqu'à 10, 12, 15 ans et embarquer plutôt du coup des montants de gros entretiens, renouvellement, de la maintenance suffisants dans les modèles pour bien maintenir ce patrimoine en l'état. Donc c'est un peu les deux curseurs, c'est ça, c'est la durée minimum. Après, on a envie de dire, j'en parlais tout à l'heure, mais on en avait parlé ensemble. Nous, tous les montages sont ouverts, mais c'est la durée qui est importante. Et le fait qu'aujourd'hui, le projet qu'on a commencé à travailler dans les grandes masses, il permettrait de porter ce niveau-là. Voilà, on est à votre disposition. Merci en tout cas. Merci. Et merci d'avoir traversé la France pour venir présenter le projet. Je suis sûr qu'il y a plein de questions. Ce qui est extrêmement intéressant, effectivement, c'est que c'est pas une implantation brute, j'allais dire, dans les deux sens du terme, mais c'est des projets co-construits avec les territoires, sur mesure, coûts humains,
en fonction des activités. Et c'est vrai qu'on est très honoré que vous considériez que les investissements réalisés au cours des années et qu'on a continué à poursuivre dans le VTT, dans la base de loisirs, la pêche à la mouche, etc. Et puis le parc du Morvan et tout autour d'Autun, puisque c'est pas uniquement d'Autun, c'est pour rayonner aussi plus large. Le centre équestre, le golf vous intéresse et vous semble pertinent comme destination touristique. Et puis l'autre chose, je pense, qui est intéressante aussi à préciser, c'est que malgré le fait que vous avez un joli acronyme franglais de Wellness Sport Camping, on est donc sur néanmoins plutôt des chalets, type d'hébergement en dur, avec aussi quelques emplacements nus, mais on n'est pas uniquement sur le camping avec le duvet et la toile de tente, même si vous avez aussi quelques emplacements nus. C'est pas exactement le même produit et que il y a des espaces de restauration et surtout que c'est un vrai projet de destination. C'est pas uniquement un équipement. Et je pense que c'est là ma première question, puis après je laisserai les collègues qui en ont probablement. Mais c'est un vrai état d'esprit avec des professionnels, ce qui est extrêmement intéressant. Vous l'avez dit, votre activité très connue de formation, notamment pour les BNSSA, tout ce qui est bien éducateur sportif, notamment pour les piscines. Vous savez qu'un certain nombre on a été concernés de territoires ont dû fermer des piscines ou réduire les horaires faute de personnel. Ça a été aussi notre cas avec la communauté de communes et c'est extrêmement important pour nos équipements qu'on puisse aussi avoir des personnels formés, mais c'est d'abord effectivement un projet de vacances ou de séjour, si on est scolaire, si on est club, si on est groupe, de séjour encadré. Et donc ma première question, c'est de dire comment vous envisagez en termes de ressources humaines un projet comme celui-là. C'est combien d'emplois aussi formés. Je crois que la particularité, c'est que vous venez aussi avec un personnel extrêmement qualifié, reconnu, qui vient aussi, qui tourne sur vos centres et qui vient amener cette compétence, cette haute compétence. Et en même temps, vous travaillez aussi avec des acteurs locaux et vous formez aussi localement. Donc, en gros, un projet comme celui que vous imaginez, ce serait quoi en termes d'emploi et de typologie d'emploi ? Et puis ma deuxième question, parce que elle va avec, c'est dans votre réflexion, vous en êtes à quel stade ? Quelles sont les prochaines étapes ? Comment vous projetez ? Comment vous dimensionnez ? Et comment le projet évolue pour effectivement arriver à un moment ? Est-ce que le go-no-go est déjà passé ? Vous êtes sûr de venir à Autun ? Combien d'études ? Combien de temps ? Et comment la conduite de projet va se passer ? Dans plusieurs réponses. La première chose, et vous l'avez dit, je me permets de rebondir, c'est le fait que c'est un projet qui s'équilibre entre une commercialisation centrale, et dans le sens où nous, on va utiliser cette destination sportive comme une vraie destination vacances commercialisée dans nos abonnements, enfin dans nos catalogues, etc., et comme une animation locale. Et aujourd'hui, ça a été le vrai enjeu des 10 dernières années à l'UCPA, qui avait historiquement plutôt tendance à être refermée sur lui-même, sur elle-même, cette association. C'est-à-dire qu'on avait nos centres, mais un peu enfermés. On venait, on traversait la France, on allait à Val Thorens faire du ski, etc. Et inversement, d'un seul coup, de l'autre côté, on gérait des piscines qui étaient, alors là, complètement, etc. Et donc l'enjeu, c'est bien aujourd'hui, en fonction des publics, en fonction des périodes, etc. On a une sorte on appelle ça des projets hybrides, une sorte d'hybridation de commercialisation qui sont un mixte entre, effectivement, on en fait une destination, mais aussi, forcément, on doit l'animer avec le territoire. La deuxième chose, c'était ce que vous disiez, aujourd'hui, quand on rentre sur des territoires ou des projets, là, Bilal me disait qu'effectivement, on va avoir une dizaine de TP d'emplois créés. En général, on met et on s'appuie sur des compétences qui structurent le projet, qui viennent du central, expérimenté, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'à l'UCPA, on est à peu près 5000 ETP, le groupe associatif, et sur les pleines saisons, notamment les saisons d'hiver, on fait jusqu'à 12 000. Donc il y a 12 000 salariés, donc on a une vraie machine RH avec de la formation permanente, des filières, etc. Et donc c'est vraiment ça qui
de toute façon qui est décliné. Et la deuxième chose, c'est qu'on forme, et notamment en général quand les projets s'inscrivent là-dessus, on arrive à former en local. Ça dépend des métiers, etc. Mais en général, on crée toujours des dynamiques locales, notamment sur les métiers spécialisés, la formation pro, là on voit bien l'encadrement, les dynamiques touristiques, etc. Et la troisième question, c'était... Oui, conduite de projet, voilà les prochaines étapes. Donc on n'est pas sûr de venir, parce que évidemment, ce qu'on a passé, nous, ce que Bilal a passé, c'est un premier comité d'engagement. On a des systèmes de comités à risque, comme partout, qui nous permet aujourd'hui, qui nous a permis en tout cas d'avancer et entre guillemets de faire de l'ingénierie de projet pour avancer. Et du coup, travailler en tout cas à vos côtés là-dessus, venir présenter le projet. La deuxième chose, c'est qu'on a convenu qu'on lancerait une étude de faisabilité parce qu'on a un secteur chez nous immobilier. En fait, on a dans ma direction, j'ai la direction immobilière du groupe qui fait de la maîtrise ouvrage directe. On a à peu près 9 architectes, des conducteurs de travaux, etc. Et donc, l'idée, c'est bien de mener une étude de faisabilité comme on le fait d'habitude pour voir finalement et étudier plus précisément les conditions de la faisabilité de ce projet et notamment en termes d'évaluation du prix, de coût, toutes les contraintes pour pouvoir continuer à le poursuivre. Mais aujourd'hui, le mandat qu'on a, en tout cas, si on est là aujourd'hui, c'est de poursuivre le travail de faisabilité à vos côtés. Donc c'est pour ça qu'en tout cas, on va mener cette étude de faisabilité dans ce sens-là. Et la date de rendu, c'est fin juin, on a dit que vous reveniez... Oui, on avait... Bilal s'est mis en contact, mais aujourd'hui, c'est à peu près, je pense une étude de faisabilité, en un mois et demi, on est capable de la mener. Et donc, justement, l'objectif de cette étude de faisabilité, là, on vous a mis des grandes masses qui sont aujourd'hui ce qu'on maîtrise, mais évidemment, l'étude de faisabilité, elle prend en compte le projet et le site. Et donc, c'est de croiser pour analyser la faisabilité globale du projet entre la réalité du site aujourd'hui, ce que le modèle va pouvoir porter, ce que dans le programme, la déclinaison du programme d'activité qui nous semble pertinent, c'est de tout mettre à plat pour voir comment on peut trouver ensemble des solutions pour le faire sortir. Merci beaucoup. Et en tout cas, ce qui est très positif, c'est que par principe, la destination Autun vous intéresse. Et ça, c'est déjà un marqueur très très fort. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. En fait, comme j'ai indiqué dans ma présentation, nos équipes de marketing, ils ont bien travaillé. Ils ont bien validé qu'aujourd'hui, la destination Autun est très opportune pour développer un camping. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Frédéric Brochot et ensuite Mickaël Guigeot. Oui, merci pour cette présentation et puis d'avoir choisi Autun et puis l'Autunois-Morvan. Juste pour l'équilibre financier et que je comprenne un petit peu mieux, vous attendez quelque chose de la collectivité ou vous utilisez uniquement ce qui a déjà été réalisé? Vous parliez piste VTT, il y a le centre équestre, on peut mettre aussi le stade Saint-Roch et beaucoup d'autres du moins investissements qui ont été faits par la ville d'Autun et puis soutenus par les différentes collectivités qui puissent apporter aussi un soutien financier à ces investissements. Savoir si vous attendez un rendu et en plus de la part de la collectivité où vous vous installez avec vos propres moyens. Après, sur le terrain, il peut y avoir... on n'en est certainement pas là, mais quand vous construisez votre équilibre financier, vous devez sûrement quand même chiffrer un petit peu. Le terrain, on peut parler d'euros symboliques ou des choses comme ça. Voilà, ça se fait. Et puis, deuxième question rapide, est-ce que vous avez marqué un lien aussi avec le camping qui est existant ou est-ce que vous partez juste de votre côté ou est-ce que vous faites un lien? Voilà. Donc, un tout petit point, mais je vous laisse la parole. Donc, effectivement, on regardera ensemble, mais tous les montages sont envisageables. On était plutôt sur un bail amphithéotique d'une certaine durée, c'est-à-dire que la ville peut récupérer à la fin. Ça peut être aussi une cession au prix des domaines. Donc, les domaines ont déjà chiffré le terrain. Ça peut être une location, ça peut être d'autres formes aussi, en fonction de comment
se présentent les choses. La collectivité, en tout cas ville, peut aussi aller sur la viabilisation du terrain jusqu'à vous. Et puis après, je laisse répondre en précisant que Frédéric Brochot est vice-président du conseil départemental de Saône-et-Loire. Donc si jamais vous avez des demandes, c'est le moment de les présenter. Et vous l'avez bien précisé, je crois que tous les montages sont envisageables. Aujourd'hui, nous, on a fait tout type de montage. On n'est pas investisseur et tout à la base, on est vraiment exploitant. Et on produit une destination sportive, donc on va partir du modèle d'exploitation. Ce qui est clair, c'est que par rapport au début de vos questionnements, nous, on n'a pas besoin de demander en termes d'activités complémentaires, d'équipements sportifs complémentaires. Aujourd'hui, l'objectif, c'est bien de s'appuyer sur la richesse des offres du territoire. Et c'est plutôt aujourd'hui quelque chose qu'on a plutôt identifié comme une richesse. Au-delà du cadre même de l'outdoor, vous avez la baignade, il y a le golf, il y a le centre équestre, etc. On a tout à fait, on n'a pas besoin, et notamment on le voit aujourd'hui sur nos nouvelles approches d'îles de loisirs, on n'a pas vocation à tout prendre. On est là, on travaille avec les autres opérateurs, on fait de l'allotement, on réserve des créneaux, on loue en fait quand on allote et quand on construit nos projets. Donc ça, il n'y a pas de problème. L'enjeu, c'est que nous, on va juste construire, affiner notre modèle, construire dans le cadre de l'étude de faisabilité qui va du coup nous amener des éléments de faisabilité économique, technique, chiffrage du programme, bâtiment, etc. Et c'est là où, suite à là, on aura juste des limites de prestations. C'est plus les limites de prestations. Après, les montages, comme vous l'avez dit, que ce soit la durée est importante, mais au final, bail à construction, cession, VFA, ou enfin, il n'y a pas du tout d'enjeu. C'est vraiment la durée et les limites de prestations qui seront faites. C'est-à-dire pour qu'en fait le modèle d'exploitation puisse être viable, parce que sinon on n'arrivera pas à financer. Parce que si nous, derrière, on finance nos 4, 5, on va mettre des fonds propres, qu'on va mettre en tant qu'on a des outils de financement. Et derrière, on va aller voir des banques, pas que la Banque des Territoires qui fait partie de notre gouvernance, mais d'autres. Premier réflexe qu'ils vont faire, enfin vous connaissez bien, pas ça dans un bureau d'études, ils rechallengent le modèle, etc., sachant qu'ils ne veulent pas prendre de risques. Donc c'est bien la sécurisation de notre modèle d'exploitation qui est la clé. Nous, si on est là, c'est qu'on pense qu'il y a quand même les moyens vraiment de le rendre viable. Petite précision, effectivement, c'était une question importante. Les débats justement de votre étude technique vont consister à regarder qu'est-ce que la ville vous fournit. Est-ce que c'est un terrain nu? Est-ce que c'est un terrain équipé? Est-ce que c'est un terrain viabilisé, etc. Pour vous voir comment vous construisez, combien vous construisez, selon effectivement quelle disposition, quelle densité. Et puis après, avec quel équilibre économique. Et effectivement, la Caisse des dépôts peut être un partenaire. On verra aussi en fonction de l'équilibre économique si on a... Alors c'est plutôt le conseil régional, mais ça peut être aussi d'autres collectivités qui peuvent être amenées sur différents peut-être prestations à intervenir. On est aussi sur un territoire. Le comité de massif vient d'être renouvelé, le commissariat de massif, qui bénéficie de fonds européens. Donc ça peut être aussi une possibilité parce que ça s'inscrit clairement dans la stratégie du parc régional du Morvan et du commissariat général de Massif Central, ce tourisme durable, ce tourisme de proximité, ce tourisme lent un petit peu, même si le VTT, ça peut être très rapide aussi. Et puis de manière générale, ce qui est intéressant, mais vous allez me préciser, c'est qu'en tant qu'association, de manière globale, vous n'avez pas vocation à sortir des dividendes pour un actionnaire, mais vous êtes de manière globale à but non lucratif, vous ne devez pas perdre d'argent sur vos investissements, mais vous êtes un groupe qui a gardé ses valeurs du sport et ses valeurs de service public de départ. Est-ce que je me trompe sur cette analyse financière là? Non, alors sur le premier point, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, on le fait sur tous les territoires. En général, on cale bien ce travail. Et après, on trouve et on travaille avec tous les acteurs et les dispositifs qui existent dans les territoires. On a rénové des centres, notamment le long du littoral en Aquitaine. On travaille avec la région sur les dispositifs touristiques. Donc ça, en général,
On a également tous les sujets aussi environnementaux aujourd'hui, la transition écologique, on est inscrit dedans. Aujourd'hui, on a un partenariat avec la Banque européenne sur lequel on a fait un gros travail sur la transition écologique de l'UCPA, qui est pas une mince affaire parce que par définition, on était loin d'être un modèle de transition écologique. Et donc là on a un gros travail. Et sur le deuxième point, effectivement, j'ai oublié de le préciser, mais j'ai tellement l'habitude, on est effectivement historiquement, depuis toujours, une association, un groupe complètement désintéressé. La gouvernance est complètement désintéressée. L'ensemble des élus, le président, etc., ne sont pas ni rémunérés et il n'y a aucun dividende qui sont partagés. Tout est réinjecté dans l'association et heureusement parce qu'on a embarqué ces dernières années près de 150 millions euros de réinvestissement pour réhabiliter nos centres. Et c'est assez marrant parce qu'on avait travaillé avec des Chinois sur un projet de développement international et ils ne comprenaient pas, ils n'arrivaient pas à comprendre à qui appartenaient les biens du groupe et on disait à personne. En fait, bien, ils appartiennent à la mission. Ça veut dire que si un jour l'UCPA n'existe pas, en fait, les acteurs historiques fondateurs de l'UCPA récupéreront ou se partageront les différents sites. Mais en fait, ils appartiennent à aucune personne physique. Et du coup, effectivement, on est complètement... Et une petite particularité, parce qu'on a toujours cette tendance, il n'y a également aucune subvention. Parce que historiquement, les ministères, notamment le ministère des Sports, subventionnait au même titre que des fédérations, l'UCPA. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout de subvention. Et il doit nous rester, parce qu'on avait quelques cadres, il doit nous rester, je crois, 2 cadres. Donc on a quand même une convention à faire chaque année, mais on doit avoir 2 cadres mis à disposition. Pas de subvention de fonctionnement récurrent, mais éventuellement par projet, des subventions d'investissement. Mais des subventions de droit commun, c'est-à-dire des subventions qui s'inscrivent aujourd'hui dans des dispositifs qui s'adressent à tout, quels que soient les porteurs. Merci. Michael Guigeot. Oui, merci pour cette présentation du Wellness Sport Camping. Frédéric Brochot a posé des bonnes questions, donc je serai un peu plus bref du coup. À savoir, j'ai aperçu sur une des slides, vous parliez de contrat de 10, 15 ans ou 15, 20 ans, je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, est-ce que ça laisse présager d'une forme juridique bien particulière? C'est ma première question. Et est-ce que municipalité et porteur du projet, vous avez une idée de l'emplacement, en tout cas de ce futur camping? J'ai plutôt compris base de loisirs dans votre présentation. Et je rejoins aussi l'interrogation qui a été émise par Frédéric Brochot par rapport au camping actuel. Alors, voilà, avant de vous laisser la parole, peut-être, effectivement, le 15-20 ans, c'est le retour un peu sur investissement. Donc, si on est sur un bail emphytéotique, c'est un peu le minimum. Si c'est sur un achat, vous serez propriétaire. Donc, c'est une durée qui finalement importe peu. Et puis donc sur l'existant, aussi les structures existantes, comment vous intégrez dans le tissu touristique, économique, sportif actuel. Oui, sur la durée, en fait, on a juste intégré aujourd'hui une durée qui est liée à l'amortissement et au fonctionnement du bus. Aujourd'hui, comme je l'ai répété, il n'y a aucun choix et aucune délibération, même nous dans les comités, on l'a même pas trop évoqué. Monsieur le maire, tous les montages peuvent être envisageables. La question, c'est de se dire qu'aujourd'hui, si on est exploitant, investisseur, parce que quoi qu'il arrive, qu'on soit même en bail ou autre, je ne sais même pas quel est le statut exactement de ce foncier, de droit public, privé, municipal. Finalement, après, on peut le décliner en bail à BEA, bail à construction, on sait très bien que ça s'adapte. C'est le seul fait que nous, on aura besoin d'une durée minimum pour porter les 4 millions qui concernent en fait ce qui est nécessaire pour assurer l'exploitation du projet. Ensuite, par rapport à entre guillemets, à l'offre déjà existante, j'ai parlé exclusivement des offres sportives, donc on s'intégrera tout à fait en complémentarité parce qu'on s'appelle. Et sur le camping, ça rejoint Axe-les-Thermes. C'est qu'aujourd'hui, on est à Axe-les-Thermes, on est collé à un autre camping. Et aujourd'hui, le positionnement qu'on veut travailler devra, et l'objectif, c'est bien de se positionner de façon très complémentaire. Et justement, travailler dans notre étude de faisabilité, le Market Strat a commencé à faire dessus, mais vraiment travailler un positionnement, soit en termes de qualité et d'hébergement, de programme d'hébergement,
2 services complémentaires pour attirer finalement, compléter l'offre touristique globale. Et pour compléter effectivement sur l'implantation, ce qui est intéressant, c'est qu'on a repris des études qui avaient été menées par la ville dans les années 2008, 2010, sur effectivement le site qui est à côté du centre équestre, qui est un terrain municipal qui est constructible en zone justement qui permet la construction loisirs et sport. Donc c'est finalement au bout de la piste VTT, à l'arrivée de la piste VTT. Et donc d'où aussi des questions d'aménagement. Comment on aménage la piste VTT, quel cheminement on met pour que la piste VTT traverse, se prolonge. Aujourd'hui, elle va un petit peu dans le terrain. Est-ce que pour rejoindre ensuite le jardin d'eau et aller sur le pump track et l'arrivée de la piste VTT au bout de la piscine. Donc voilà, ça, il faut qu'on travaille aussi de notre côté. On est sur ce site-là, c'est juste à côté de là où on a fait un petit parking récemment et à côté du centre équestre. Donc on regarde nous aussi des études sur le terrain, notamment en termes d'assainissement, parce qu'on a un quartier qui mériterait probablement d'être accordé à l'assainissement collectif, comment on peut aussi faire les deux choses, arriver les réseaux, etc. Donc il y a ce travail-là, mais alors il y a un éclairage public un petit peu au début des ragots. Il y a une question voilà, de regarder. Est-ce que d'ailleurs il faut un éclairage public ou pas? Enfin voilà, il y a pas mal de choses à regarder en collaboration. Et l'archéo est purgé, ça avait été fait à l'époque, donc il n'y a pas d'archéologie à Autun, c'est souvent une question importante, même si vous n'êtes pas sur des implantations en grande profondeur, c'est plutôt des implantations légères. Il y a néanmoins des sensibilités archéo qui ne permettent pas de faire des projets. Ici, c'est pas le cas. Je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, alors 2 questions, 3 questions, et après on a quand même un budget à voter. Alors, en 1 minute, Gilbert Darroux. J'ai plusieurs questions, donc je les poserai pas toutes, mais c'est pas grave. Simplement, déjà, je trouve que le site peut que vous apporter des bons résultats, puisque vous avez des potentialités énormes en pleine nature sur tout l'environnement. Vos implantations de maisons, enfin de chalets ou de bungalows en bois sont adaptées au territoire, donc ça c'est très bien. Donc maintenant, je vais vous poser mes questions. Donc, par rapport à la capacité d'accueil, vous êtes à peu près sur 200-300 personnes sur les habitations en dur, non? C'est ça? 80 chalets, vous avez dit? Ouais, on avait 70 chalets, 70 chalets 70, à peu près. ouais. Voilà, exactement. C'est ce qui Et puis, structure. vous avez une 50aine de personnes sur les emplacements. Ça fait Oui, il y a une gros, douzaine d'emplacements. entre 200 et 400 personnes. Quoi. Oui. Ok, d'accord. Et ensuite, est-ce que vous avez, dans vos 2 autres opérations que vous avez déjà faites, les trois, est-ce que vous êtes, parce que là vous êtes à proximité de résidence, donc est-ce que vous avez déjà dans vos implantations le même type de proximité ou est-ce que vous êtes complètement décalé? On a 2 sites qui sont vraiment décalés parce que quand vous prenez Bombal, ce sont vraiment des destinations vacances. Et à Aix-les-Thermes, par contre, on est presque dans le centre-ville en fait, et on a beaucoup de centres par contre vacances qui sont dans les villes, et notamment si on regarde Saint-Lary, Soulan, etc. Et nous, c'est plutôt un avantage parce que c'est pour ça que ce site, il est pas non plus entre guillemets paumé, et c'est plutôt un avantage parce que ça nous permet aussi dans les produits de vraiment ouvrir nos sites sur l'animation des villes et justement pouvoir faire sortir aussi les gens le soir lorsqu'il y a des animations organisées par les territoires. D'accord. Et alors après, ça va aller vite. Simplement, est-ce que je pense que oui, mais je vous pose la question quand même. Sur votre réalisation, si ça se concrétise, je pense que vous prenez en compte le dérèglement climatique et les différents aspects qui y sont liés. Et la dernière question, j'en ai d'autres, mais c'est des petites questions, donc je vous les poserai plus tard. La dernière question, c'est quelle échéance pour la réalisation? Parce que le problème, c'est que vous allez travailler avec les structures locales qui n'ont pas les compétences techniques toujours qui sont nécessaires à intervenir contre rémunération, c'est-à-dire ils ne sont pas titulaires de brevet d'État, certaines. Donc il va falloir que nous on anticipe. Soit vous allez les prendre eux, si on arrive à anticiper, soit vous apporterez des éducateurs qui pourront travailler avec leur matériel, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et donc vous envisagez la fin du projet vers quelle période à peu près, si tout va bien et si tout se passe le mieux possible?
Aujourd'hui, c'est même pas propre à Autun, mais aujourd'hui, à ce stade, quand on prend n'importe quel projet, aujourd'hui, vous avez minimum 2-3 ans avant qu'il soit opérationnel. C'est un minimum. On voit bien auquel on est en étude de faisabilité. Il y a des décisions. Après, il y a effectivement les calages des interventions avec les autorisations, etc. Pour répondre juste par rapport à ce que vous dites, c'est que sur les activités, l'idée c'est vraiment de collaborer et après nous on complète. Mais ce qu'il faut retenir, c'est le fait qu'on ne s'impose pas. Et ça n'a pas de sens d'arriver en disant on fait. On a beaucoup parce que nous on sait faire de l'équitation et puis on pourrait dire on veut tout. Mais ça n'a pas de sens. Aujourd'hui vous êtes structuré et en général ça se passe très bien. On arrive à bien caler les choses avec les territoires. Non, mais il y a des secteurs où il n'y aura pas de problème. Mais il y en a d'autres où il faudrait... Et du coup, on complétera. C'est bien parce que on ça sait nous faire. laisse 4 ans pour inciter les structures à se bouger. à mettre en place Oui, des formations. c'est très bien. Alors Gilbert Darroux est en charge des sports de pleine nature au parc naturel régional du Morvan. Je ne sais pas s'il a beaucoup de subventions à distribuer lui, mais en tout cas, ça rentre complètement dans la stratégie du parc. C'est exactement ce qu'on essaie de faire. Allez, Monique, une petite question. Patrick, une question. Et ensuite, on libère nos invités. Je ne fais pas de préambule comme ça. Je vais aller directement à ma question. J'ai bien entendu dans votre présentation, ma foi fort intéressante, que votre public cible était le public famille. Donc des familles qui prennent leurs vacances par elles-mêmes et qui s'organisent, qui réservent, etc. Est-ce que éventuellement c'est ouvert aussi sur des organisations, parce que maintenant on voit bien qu'un certain nombre d'associations organisent aussi pour des familles qui ne sauraient pas le faire seules des séjours vacances, et quelquefois c'est difficile de trouver des lieux adaptés, aménagés pour ce genre de vacances. Donc ça, c'est la première partie de ma question. Et un autre public cible qui, hors période vacances scolaires, prend aussi pas mal de vacances. Et là aussi, il y a beaucoup d'associations qui sont à la recherche de lieux particulièrement bien adaptés pour des séjours seniors. Donc, est-ce que c'est adapté aussi à du séjour senior, peut-être hors vacances scolaires? Est-ce que c'est adapté PMR? Enfin, je ne veux pas poser la question de Patrick, mais à mon avis, lui, il va aller sur cette question-là. Est-ce que c'est envisageable? Et voilà, parce que je sais que c'est très compliqué quand on est organisateur de trouver des sites. Et comme là, ça va être tout neuf, autant que ce soit prévu d'emblée. Je vais faire rapidement parce que c'est un vrai sujet de fond. Alors déjà, pour répondre sur le fond, c'est que nous, on a historiquement les fédérations, la Fédé Handisport, etc. Donc on est un des acteurs avec lesquels on a des vrais séjours. On travaille sur le projet du prix, sur l'inclusivité, etc. On a des dispositifs qui permettent vraiment d'accompagner, également sur les sports de nature. Donc ça, il n'y a pas c'est vraiment quelque chose qu'on intégrera en obligation dans notre projet. Et le deuxième point, c'était ce que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure. En fait, c'est lié à la commercialisation, ce que vous dites. C'est qu'aujourd'hui, on va avoir, alors on a écrit famille, etc. Mais en fait, vous allez, plus que des produits tout de suite, vous allez avoir 2 niveaux de commercialisation. Vous avez ce que nous, on va globalement commercialiser en centrale, en disant, dans nos séjours, etc., ils vont remplir au siège de Paris, voilà, etc. Et après, on va avoir tout un travail de commercialisation beaucoup plus local qu'on fait sur tous nos sites comme ça, où on va travailler avec vous, avec des acteurs locaux et tout, pour en fait compiler et remplir avec des groupes sportifs, des seniors, parce que de toute façon, les activités que vous a présentées Bilal sur le bien-être, le wellness, etc., sont tout à fait adaptées à tous les publics. Mais en fait, ce qu'il faut retenir plus de tout de suite dire le produit, c'est qu'il y a bien 2 niveaux de commercialisation. On ne va pas parachuter une commercialisation sans couper. On a le central qui va peut-être prendre juillet, août, les périodes les plus où ça remplit, et tout le reste, en fait, on va le faire en local. Merci. Patrick Cailleux. Oui, moi la question c'était sur l'accessibilité, forcément. Quel pourcentage de chalets adaptés, en sachant que sur Autun, on a quand même essayé de mettre en place, et on essaye de mettre en place une accessibilité sur le sport, tant aquatique que sur le VTT, FTT. Alors là, je suis pas d'accord avec la diapo d'avant. On ne descend pas la piste noire en FTT. Mais verte et bleue, ça suffira bien.
Voilà, on est en train de mettre en place ça aussi. Ça pourrait être intéressant d'avoir une structure qui accueille des personnes handicapées sur quelques périodes, surtout le printemps et l'automne. L'été peut-être moins, mais donc voilà. Donc on a 3 voiliers maintenant qui vont être adaptés pour les personnes handicapées, 2 lève-personnes, on a 3 FTT, donc voilà. Donc on peut mettre en place un certain nombre de choses sur le handicap au niveau des activités, entre autres. Ouais, écoutez, j'ai vraiment pas d'inquiétude. Aujourd'hui, nous, on a des séjours FTC sur Serre Chevalier qui sont exclusivement de VTT de descente que pour des personnes à handicap. On a de la croisière. On a un secteur de croisière à l'UCPA, à Lorient, etc., où on a des bateaux spécialisés. Dans nos 25 équipements aquatiques, on a évidemment toutes les installations. On a l'habitude de décliner des séjours spécifiques qu'on sait commercialiser parce qu'effectivement, on a vraiment cette cellule solidarité, etc., avec du coup des vrais leviers des dispositifs où on sait aller chercher des subventions parce qu'on a tous les réseaux pour monter des projets clés en main. Et donc, je serais pas. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, on va partir aussi dès la programmation, parce que c'est souvent des problématiques de programme, et on pourra tout à fait identifier déjà des parcours avec un certain nombre d'équipements et tout qui permettent d'être optimum là-dessus. On a déjà identifié des parcours avec des FTT électriques, des FTT à eux, donc il n'y a pas de problème. J'ai pas d'inquiétude. Voilà. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on vous libère. Merci, c'était passionnant. On avait prévu plutôt une demi-heure, on a un peu dépassé, on va essayer de... Ouais, le budget ira plus vite. Voilà. Et puis on se revoit soit au conseil, soit en formation de travail avec l'ensemble des élus quand vous avez rendu votre étude pour qu'on travaille ensemble. Merci beaucoup. Les élus cachés dans la salle peuvent rejoindre leur place. Et je vous propose peut-être d'accélérer un tout petit peu sur les actes accomplis. Ah oui, je vous propose de faire l'appel pendant que chacun rejoint sa place. Allez, on va essayer d'accélérer. Cathy Nicolaou. Éric Marchand. Véronique Paco doit arriver à donner pouvoir à Jean-Louis Guillon le temps de son arrivée. Gauthier Jiménez. Françoise André. Métine Albérac est excusée, m'a donné pouvoir. Monique Gatier. Patrick Cailleux. Roger Vernet. Marie-Claire Tellier a donné pouvoir à Monique Gatier. Gilbert Darroux. Jean-Louis Cormier. Alain Dichand. Didier Devoucou. Francette Gibels. Stéphane Fabre a donné pouvoir à Patrick Cailleux. Sarah Pignolet-Defresne. Céline Goudier-Posva. Sandrine Gassier. Anaïs Pelu. March a donné pouvoir à Alain Dichand, Yann Barraud a donné pouvoir à Françoise André et Vincent Vautrin est excusé, a donné pouvoir à Gauthier Jiménez, Jean-Louis Guillon, Bérangère Graillot, Simon Jacquemin est excusé, a donné pouvoir à Céline Goudier-Posva, Catherine Leflon, Florence Garnier, pouvoir à... Ok, pouvoir à Anatole Sago. C'est bon Frédéric Brochot. Angéline Gorini. Michael Guigeot. Anatole Sago. Je vous fais passer la feuille pour signature. Je vous propose donc sur les actes accomplis de gagner un peu de temps sur la lecture exhaustive si vous en êtes d'accord et de passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions sur les actes accomplis? Frédéric Brochot. Une, c'est peut-être un renouvellement de contrat par rapport à la décision 9, le contrat avec Maître Bibard. C'est un renouvellement ou... Non, c'est pas un renouvellement, c'est une agent qui a été une agent d'un service en mairie qui a été victime de comportements délictuels de la part d'un usager et qui nous a demandé la protection fonctionnelle. Et donc, elle a pris Maître Bibard comme avocat.
qui la défend, et voilà, on espère que ces droits seront respectés. Donc non, c'est pas, c'est dans le cadre d'une protection fonctionnelle pour un agent en particulier, et cette protection à cette dame a été accordée le 9 janvier 2024. Je pourrais donner les détails si vous voulez tout à l'heure. D'autres questions? Pas d'autres questions, je vous propose d'en prendre acte. 1.2, Gauthier Jiménez. Moi, je vais boire un verre d'eau, si vous me le permettez. Oui, alors, bonjour à tous. Donc, je tâcherai d'être rapide. Donc, il s'agit de l'administration générale, une délégation d'attribution du conseil municipal, du Code général des collectivités territoriales, pour permettre aux maires, par décision, de fixer la vente des produits en boutique du muséum, le choix des articles, la fixation et la modification de ces tarifs. Il est donc proposé au conseil municipal de charger monsieur le maire, pour la durée de son mandat, de valider l'intégration de nouveaux produits et d'en fixer les prix de vente. Et article 2, de charger monsieur le maire, pour la durée de son mandat, de modifier les prix de vente des articles déjà en vente. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Je propose de passer au vote. Bien. Bon, donc je vais... Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. On passe donc au point suivant concernant le 1.3, délégation de service public, assainissement collectif, approbation de l'avenant numéro 2. Roger Vernet. Bonjour à tous. Considérant que la commune a souhaité faire évoluer les charges afférentes à la gestion des eaux pluviales et celles liées à la gestion de l'assainissement collectif sans impacter l'équilibre global du contrat de la délégation de service public. Considérant que le tarif de base de la part du délégataire prévoit une redevance pour l'entretien du réseau pluvial égale à 50 000 € hors taxe par trimestre. Considérant que le réexamen des charges propres à l'entretien du réseau pluvial et la contribution du réseau unitaire au transfert et traitement des eaux pluviales relevant de la compétence de la ville a conclu à redéfinir le montant de la redevance communale à 125 312 € hors taxe par an. Considérant que les tarifs de base de la part du délégataire seront modifiés de la façon suivante à compter du 1er juillet 2024, l'abonnement, la partie fixe annuelle par branchement ou par logement dans le cas d'un logement collectif est à 37,99 €. Redevance communale pour l'entretien du réseau pluvial, 31 328 hors taxe par trimestre. Considérant que cet avenant modifie également les conditions d'accueil des usagers et les dates de reversement de la part de revenant à la collectivité, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 2, contrat d'affermage pour le service public d'assainissement collectif de la ville d'Autun, prenant effet au 1er juillet 2024, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup Roger, merci l'ensemble des élus de la ville et du SMEMAC qui ont travaillé sur cet avenant qui nous permet donc de découpler assainissement collectif et eau pluviale. Et on a vu que l'eau pluviale était loin d'être anecdotique comme charge pour la commune. C'est tous les entretiens de réseaux, de grilles à valoir, etc. Et donc, en découplant ces deux compétences, de permettre, comme nous l'avons déjà délibéré, de transférer l'assainissement collectif au SMEMAC au 31 décembre et de continuer à exercer la compétence eau pluviale urbaine, puisque cette compétence n'est pas exercée à ce jour par le SMEMAC, et donc de clarifier ainsi notre délégation actuelle avec le délégataire Veolia. En annexe, l'avenant numéro 2. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions?
unanimité, je vous remercie. On passe au point 1.4 sur le marché public d'appel d'offres pour les installations de chauffage. Françoise André. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Considérant qu'il est proposé de lancer un marché de performance énergétique des installations CVC du groupement de commandes réunissant la ville d'Autun, la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan, le Centre international d'action sociale et le groupement hospitalier de territoire Saône-et-Loire Brest-Morvan. Considérant que ce marché concerne les prestations de fourniture d'énergie P1 pour les sites non raccordés au chauffage urbain, les prestations d'entretien des installations P2 et la grande totale prestation et coût de renouvellement des équipements défaillants et de gros entretiens P3. Considérant que le prestataire aura une obligation de faire réaliser les économies d'énergie aux membres du groupement, considérant que la durée du marché est de 8 ans et que son montant annuel hors taxe est estimé à 337 285 € pour le P1, 162 014 pour le P2 et 259 020 pour le P3, soit un montant total pour la durée du marché de 6 066 556 € hors taxe pour l'ensemble des entités composant le groupement de commandes. Considérant que le marché sera lancé selon la procédure formalisée de l'appel d'offres ouvert, il est proposé au conseil municipal, article 1, d'autoriser le lancement sous forme d'appel d'offres ouvert du marché de performance énergétique des installations CVC du groupement de commandes réunissant la ville d'Autun, la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan, le Centre intercommunal d'action sociale et le groupement hospitalier de territoire Saône-et-Loire Brest-Morvan. Article 2, d'autoriser Monsieur le maire d'Autun à signer le dit marché public. Merci beaucoup. Et cette délibération va avec la suivante, complètement imbriquée, puisqu'elle consiste à autoriser à passer le marché tel que modifié. C'est un marché pour nous permettre de gérer de manière intelligente nos bâtiments, c'est les nouveaux marchés globaux de performance, et à y adjoindre donc l'hôpital d'Autun, en étant coordinateur du groupement. Donc sur cette délibération 1.4 liée à la 1.5, y a-t-il des questions ? Pas de questions, je propose de soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. La 1.5 est du même ordre, du coup. Oui. Françoise? Alors, considérant que le groupement... alors, juste une chose. Il faut que Francette Gibels et moi-même, qui siégeons au groupement territorial des élus locaux du GHT, et comme c'est donc sur cette délibération l'approbation de l'adhésion du groupement hospitalier de territoire, nous sortions et nous ne prenions pas part aux délibérations. D'accord. Alors, considérant que le groupement hospitalier de territoire Saône-et-Loire Brest-Morvan souhaite adhérer au groupement de commandes relatif au marché de performance énergétique des installations, considérant qu'il convient pour accepter l'adhésion du groupement hospitalier de territoire de modifier la convention constitutive du groupement de commandes afin que le GHT soit désigné comme membre du groupement de commandes. Il est proposé au conseil municipal, article 1, d'accepter l'adhésion du groupement hospitalier de territoire Saône-et-Loire Brest-Morvan au groupement de commandes avec la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan et le CIAS du Grand Autunois-Morvan pour le marché d'exploitation et de maintenance des installations de chauffage avec gros entretien des bâtiments communaux et intercommunaux d'Autun. Article 2.
d'approuver l'avenant numéro 1 de la convention constitutive du groupement de commandes avec la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan et le CIAS du Grand Autunois-Morvan pour le marché d'exploitation et de maintenance des installations de chauffage avec gros entretien des bâtiments communaux et intercommunaux d'Autun. Article 3. D'autoriser Monsieur le maire d'Autun ou tout adjoint ayant délégation pour signer les marchés publics à signer l'avenant numéro 1 à la convention susdite. Avez-vous des questions? Non? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur le maire, Francette. Je peux enchaîner parce que c'est un... J'aurais pu enchaîner. Merci beaucoup. Je peux enchaîner. Alors, 2.1, Cathy Nicolaou. Merci. Donc la ville poursuit ses aides au commerce et travaille dans le cadre du plan Action Cœur de Ville 2 sur la qualité des paysages urbains notamment. Il s'agit donc aujourd'hui d'aider les commerces à rénover, à embellir leurs devantures par une prise en charge à 50% de l'achat et plafonnée à 3 000 € d'un store ban. Il s'agit donc pour le conseil municipal d'approuver le règlement joint en annexe concernant cette aide à l'acquisition d'un store ban, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à engager les démarches nécessaires à la mise en place d'une aide à destination des commerçants pour l'acquisition de store ban dans le cadre du programme Action Cœur de Ville d'Autun. Et article 3, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en place d'une aide à destination des commerçants pour l'acquisition de store ban dans le cadre du programme Action Cœur de Ville d'Autun. Merci beaucoup sur cette nouvelle aide qui vient compléter l'aide au mobilier de terrasse. Voilà, l'aide aux façades, mais qui concerne, voilà, dont on parle après, et qui, du coup, fait évoluer, et il y en a besoin, donc les aides pour des commerces existants ou à reprendre qui ont des store ban dégradés, donc c'est-à-dire des devantures, hein, des auvents qui peuvent être parfois troués ou à reprendre. Ça contribue à l'attractivité du commerce, mais aussi de la ville, de la rue commerçante en général. On a identifié un certain nombre de points. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et donc le 2.2, c'est sur justement l'évolution, on en parlait au dernier conseil municipal, des aides au loyer qui se transforment en dispositif d'amorçage boutique à l'essai. Voilà, il s'agit effectivement de mettre en place une boutique à l'essai qui s'appellera Tarmac, qui fait suite, comme nous le disions effectivement au précédent conseil, à ces pépinières commerciales qui s'arrêteront donc au mois de juin. Et là, l'idée est cette fois de pouvoir faire en sorte que le porteur de projet puisse éprouver son projet directement dans une cellule à concurrence de 6 mois. Il a 6 mois pour éprouver son projet. Il sera en plus accompagné par un conseil d'accompagnement qui sera composé d'un certain nombre de professionnels, banquiers, comptables, agents immobiliers, commerçants d'ailleurs également. Et donc l'idée c'est de faire un bilan avant, un bilan pendant et un bilan au-delà des 6 mois, et de proposer donc cette boutique à l'essai à moindre risque en ce qui concerne le porteur de projet, puisque un loyer de 200 € lui sera demandé plus les fluides. Et au-delà des 6 mois, on fait un bilan ensemble, soit la cellule convient, le projet pardon déjà est viable. La cellule convient et à ce moment-là, il s'agira ensuite de passer sur un bail commercial tout à fait classique. Et la ville d'Autun se mettra à disposition dans une autre cellule, soit le projet malheureusement n'est pas viable, et en ce cas l'histoire s'arrête ici, et le projet peut être viable également,
et la cellule ne pas convenir, en ce cas, la ville d'Autun accompagnera évidemment le porteur de projet à trouver la cellule adéquate. Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter le règlement de la boutique à l'essai Tarmac, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à engager les démarches nécessaires à la mise en place de la boutique à l'essai Tarmac au cœur de ville d'Autun et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en place de la boutique à l'essai Tarmac au cœur de ville d'Autun. Oui, merci sur cette aide Tarmac boutique à l'essai d'Action Cœur de Ville. Y a-t-il des questions? Anatole Sago. Oui, merci. Sur le principe, moi je suis bien sûr favorable à la mise en place de ce genre de dispositif. Et comme l'avait dit monsieur le maire lors du dernier conseil, l'ancien dispositif avait effectivement atteint ses limites. Donc là, ce nouveau format, il semble permettre en plus un meilleur suivi des projets soutenus par l'argent public. Alors, il y a quand même quelques questions. Dans le règlement, il est écrit qu'une commission sera chargée d'étudier les candidatures. Est-ce que vous pouvez préciser de qui sera constituée la commission? Et également le cadre d'intervention et de rémunération des membres du conseil d'accompagnement. Alors moi, en lisant le règlement, j'avais compris qu'il y avait un local qui était défini, et donc il y avait une ouverture, une seule ouverture au même moment, quoi. C'est bien ça? Absolument, c'est le cas. Donc du coup, moi, ce qui me pose un peu problème par rapport à l'ancien dispositif, c'est que là, j'ai l'impression qu'on restreint quand même un peu les potentiels projets, dans le sens où un emplacement fixe, il peut ne pas convenir à une activité qui pourrait pour autant se développer ailleurs. Donc la question c'est pourquoi du coup c'est ce local qui a été choisi. Et remarque aussi sur la durée de 6 mois non renouvelable. Je pense qu'il faut avoir en tête aussi que sur certains secteurs d'activité, le chiffre d'affaires n'est pas le même en fonction de la période. Certaines activités vont mieux fonctionner en hiver qu'en été et vice-versa. Donc voilà, sur la forme, j'émets quand même quelques doutes. Sur le fond, moi, je partage totalement. Mais finalement, je me demande si un mélange des deux dispositifs n'aurait pas été préférable. Cathy ? Oui, absolument. Alors, en ce qui concerne la composition, donc, il y aura un banquier, un agent immobilier, un comptable, un représentant, pardon, je n'arrive pas à lire, alors, un notaire. Oui. La question, c'est de Anatole Sago, c'est la commission de sélection. Oui, c'est exactement ça. D'accord, la Cette commission de sélection, elle se fait aussi avec ce conseil d'accompagnement. C'est bien ce que je disais. Donc on travaille vraiment avec ce conseil d'accompagnement sur le choix également du porteur de projet en fonction des écueils que tu as soulevés effectivement et de la période à laquelle le porteur de projet viendra nous rencontrer. L'idée, c'est... Pardon, oui, non, vas-y. La composition du conseil d'accompagnement, qui est aussi donc la commission de sélection, exactement, est en page 1 du règlement. Oui, donc c'est la seule instance qui va se saisir du porteur de projet. Vous regardez avec lui effectivement, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on se lance, ou est-ce qu'il faut recalibrer les choses, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que ça l'est pas, est-ce que cette cellule convient, ne convient pas, est-ce qu'il faut remodeler ou pas, et ensuite on se revoit à 3 mois, puis à 6 mois à l'échéance. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on abandonne les autres porteurs de projets, loin s'en faut, puisque ce conseil d'accompagnement peut être aussi voué à accompagner les autres et à chercher la bonne cellule. Alors, Pardon, monsieur le maire, on est un peu sur le même principe que ce qu'on avait mené avec mon centre-ville à un incroyable commerce, en fait. Sauf qu'on le mène à échelle plus importante en termes de temporalité. Donc, il y avait une question qui était la rémunération des membres du conseil d'accompagnement comité de sélection. Absolument aucune rémunération. Ce sont des membres qu'on a consultés il y a, je crois, 3 semaines, 1 mois, lorsqu'on a présenté les différents axes du plan Action Cœur de Ville 2 notamment, et lorsqu'on a émis le projet concernant cette boutique, ce sont des membres qui vont travailler de manière tout à fait collégiale avec nous et qui sont d'ailleurs très contents de pouvoir s'adjoindre à ce genre de travaux. Donc
membres bénévoles. Et puis les deux dernières questions. Combien de projets suivants en même temps et combien de lieux disponibles? Alors, un lieu qui s'appelle Tarmac, d'autres boutiques, je crois qu'elles sont fléchées au nombre de 7 précisément, d'autres boutiques qui peuvent aussi s'adjoindre les travaux de ce conseil d'accompagnement. Et pour l'instant, donc nous avons 3 projets qui émergent. On va mettre en place un appel à manifestation d'intérêt également pour les porteurs de projets qui auraient envie de voir éprouver ce projet, cette idée. Donc pour l'instant, 3 porteurs de projets potentiels avec une ouverture peut-être prévue au 1er mai. Et je précise effectivement, ce qui est intéressant, ce qu'on voit et pourquoi on a voulu focaliser sur un accompagnement lourd sur un projet dans un lieu, même s'il y a 7 lieux possibles, c'est que on voit avec grand intérêt que finalement la pompe qu'on avait amorcée et la dynamique qu'on a amorcée d'ailleurs demain à 9h, la Banque des Territoires, c'est 9h, la Banque des Territoires vient pour signer la foncière. 10 heures, oui. Ce sera 10h. Oui. Ah bah 10h30, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai 9h. 10h30, c'est la signature de la foncière de revitalisation commerciale, donc de la Caisse des dépôts, qui est un dispositif non financé par la ville, mais un dispositif parapublic avec la Banque des Territoires de soutien, notamment sur le rachat de foncier commercial. Mais on voit que finalement, les aides municipales directes qui ont eu leur intérêt au tout début du programme Action Cœur de Ville pour pouvoir lancer ou relancer ou remettre sur le marché des boutiques qui étaient vides, avec une stratégie de concentration sur l'hypercentre, les rues piétonnes, et bien qu'aujourd'hui, quand on voit Territoire d'Hommes, quand on voit Optique 2000, quand on voit la Banque Populaire, AXA, Carrefour City, Ideal Coffee, ce sont des projets qui se lancent finalement sans avoir besoin ou sans demander d'aide au loyer, mais qui se financent eux-mêmes ou qui se financent avec la Caisse des dépôts pour certains. Et donc c'est une dynamique qui a commencé à se réenclencher et que nous, on va être plus sur l'accompagnement de la personne, du commerçant, avec l'adéquation commerçant-projet, que de l'aide au remplissage de boutiques, entre guillemets, qui pouvait être le but dans un premier temps. Donc voilà, il y a un gros travail aussi, et on en reparlera dans les conseils à venir sur le foncier, notamment les biens en état d'abandon manifeste, les biens vacants sans maître, il y en a encore certains qui ont été identifiés, les arrêtés de péril, la loi est en train de changer d'ailleurs sur les arrêtés de péril pour qu'on puisse aller encore plus fortement sur les propriétaires qui ne font pas les travaux. Et vous verrez que dans le budget, on prévoit un budget important sur les travaux d'office pour les arrêtés de péril, parce qu'aujourd'hui, on voit que le facteur limitant, on arrive à trouver les commerçants et puis on les accompagne, on arrive à trouver les marques, les franchises, les concepts, et ils se développent, mais il y a encore des boutiques qui sont inlouables parce qu'elles sont dans un état sanitaire parfois qui ne permet pas de les exploiter, et où là, on va aller sur des procédures d'urbanisme plus fortes. On a répondu aux questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce dispositif Tarmac et puis son règlement d'intervention? Pas d'autres questions. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et donc sur les aides et sur les procédures d'urbanisme, mais là aussi on est encore sur des aides financières, la modification du règlement des aides au ravalement de façade dans le cadre de l'OPA-RU, Cathy Nicolaou. Oui, alors c'est une toute petite modification du règlement d'ordre administratif, puisque en fait il est demandé au regard des dossiers étudiés le fait qu'il est important de préciser dans le règlement les pièces nécessaires pour les propriétaires bailleurs dans un objectif de précision auprès des porteurs de projets et de facilitation de l'instruction pour l'opérateur urbaniste. C'est simplement donc dans ce règlement le fait de dire quelles sont les pièces nécessaires à ce que
ce que le dossier soit bien instruit. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver les modifications au règlement joint en annexe et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci, avec la précision dans le texte que les façades commerciales peuvent être subventionnées en tant que façade, ce qui était à préciser justement dans le règlement, mais qu'en revanche, des éléments indépendants du bâti, comme les storban, ne le sont pas. Et c'est aussi pour ça qu'on a un règlement storban, ce qui permet du coup de prendre l'entièreté de la vitrine en compte dans l'aide, dans le cadre de l'OPA RU. Sur cette mise à jour, extension du règlement d'intervention, y a-t-il des questions? Pas de questions. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. 3.1, on est sur la cession de terrain entre la ville et le département. Donc Frédéric Brochot sort temporairement de la salle du conseil municipal puisqu'il s'agit d'acquisition, de vente et d'acquisition réciproque de terrain nécessaire pour ce projet de giratoire. Le terme technique est bien giratoire à cet endroit-là en cofinancement. CCGAM, conseil départemental et ville. Françoise André. Considérant qu'un carrefour entre la rue Lamartine et la rue Nicéphore-Niepce va être aménagé en maîtrise d'ouvrage conseil départemental et en cofinancement avec la ville d'Autun et la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan, considérant que dans le cadre de cet aménagement, le conseil départemental doit acquérir une partie de terrain appartenant à la commune d'Autun et cadastré 467 BH numéro 15 et 143 pour environ 1454 mètres carrés, selon le plan joint en annexe. Considérant qu'une indemnité de 1,50 € le mètre carré a été fixée conformément à l'avis des domaines pour la cession de terrain, considérant qu'un découpage cadastral sera effectué, il est proposé au conseil municipal, article 1, d'approuver la cession au conseil départemental de Saône-et-Loire des parcelles cadastrées 467 BH numéro 15 et 143 d'une superficie d'environ 1454 mètres carrés dans le cadre de l'aménagement du carrefour de la RD 681. Article 2, d'approuver l'indemnité fixée au profit de la ville d'Autun à 1,50 € le mètre carré. Article 3, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup pour cette session de terrain au carrefour de la RD 680 avec le département. Y a-t-il des questions? On propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et maintenant, Frédéric Brochot peut re-rentrer puisque la ville acquiert, mais à un propriétaire privé, monsieur Chevalier. Oui. Considérant que la création du carrefour entre la rue Lamartine et la rue Nicéphore-Niepce nécessite une acquisition de terrain auprès d'un propriétaire privé selon le plan en annexe, considérant que ce terrain sera ensuite classé dans le domaine public, considérant que le terrain concerné est de 93 mètres carrés pour la parcelle BH25 appartenant à monsieur Pierre Chevalier, pour une acquisition au prix de 1 800 €. Considérant que depuis l'arrêté du 5 décembre 2016, seules les demandes d'évaluation concernant les projets d'acquisition d'un montant égal ou supérieur à 180 000 € sont réglementaires. Considérant que les frais d'acte et de géomètre seront à la charge de la commune, il est proposé au conseil municipal, article 1, d'approuver l'acquisition de 93 mètres carrés de la parcelle cadastrée BH25 appartenant à Pierre Chevalier selon le plan joint en annexe au prix de 1 800 €. Article 2 et pas 32, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup. Donc pour cet achat de 100 mètres carrés, 93 mètres carrés sur le carrefour à monsieur Chevalier, y a-t-il des questions? Pas de questions, je propose de passer au vote. Vous avez le plan en annexe.
Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et ensuite, on a une convention avec le département de Saône-et-Loire. Bon, je pense que pour les conventions, bon, comme tu veux. Bon, c'est pareil, on est dans le doute, ouais. Bon. Elle est un peu de marche. On aurait peut-être dû les passer dans l'autre sens, c'est Oui, pas grave. c'est vrai. Françoise André. Alors, considérant que dans le cadre de la politique d'aménagement du réseau routier, le département, la commune d'Autun, la CCGAM se sont entendus pour réaliser conjointement les travaux d'aménagement d'un carrefour giratoire rue Lamartine-Nicéphore-Niepce, formé par la RD 681 au PR 24 plus 840. Considérant que la répartition des charges financières établit une dépense prévisionnelle à hauteur de 188 500 € hors taxe pour la commune d'Autun, considérant que le département Saône-et-Loire est le maître d'ouvrage, il est proposé, article 1, d'approuver la convention entre le département, la ville d'Autun et la communauté de communes du Grand Autunois Morvan concernant la réfection de la RD 681 au PR 24 plus 840 à hauteur de 188 500 € selon l'estimation prévisionnelle de l'opération. Article 2, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci. Ça concerne également la communauté de communes, donc ce serait peut-être bon que l'ensemble des conseillers communautaires ne prennent pas part au vote, mais il va rester pas grand monde. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas conseillers communautaires, qui ont cette chance, ce bonheur immense de ne pas être conseiller communautaire? Ah oui, le département est maître d'œuvre. Ouais, D'accord. Toi, tu sors, et puis nous, on prend pas part au vote, donc parce que le département est maître d'œuvre de l'opération. Hein? Il y a Roger. Roger, t'es le seul à voter? Et Anaïs. Alors bon, très bien. Tous les autres ne prennent pas part au vote, donc Et Bérangère. Bon, bah très bien. Bon, mettez-vous. Jean-Louis, t'es conseiller communautaire? Alors, vous êtes 4. C'est bien de se réveiller, très bien. Bon, donc ceux qui ne sont pas... Bon, le vice-président du département est sorti. Ceux qui sont conseillers communautaires ne prennent pas part au vote. Je propose que ceux qui ne sont ni conseillers départementaux ni conseillers communautaires puissent s'exprimer sur ce vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc unanimité des non-conseillers communautaires, non-conseillers départementaux. Je vous remercie. Alors ensuite, peut-être plus sérieusement, mais c'est tout aussi sérieux, on rentre dans les conventions sportives et culturelles. Donc n'oubliez pas, si vous êtes membre du bureau d'une association qui est l'objet des conventions à venir, de sortir de la salle également. C'est important pour le contrôle de l'égalité. Et donc, personne pour le club nautique autunois, pas de nageurs dans la salle. Alors, Éric Marchand, si tu peux nous parler... Peut-être des nageurs, mais pas forcément des compétiteurs. Des compétiteurs, voilà. Merci, monsieur le maire. Donc, considérant que l'association du club nautique autunois a sollicité une subvention pour le financement de son personnel, notamment les maîtres nageurs sauveteurs, considérant l'intérêt de cette activité pour la commune d'Autun, considérant qu'une subvention exceptionnelle de 13 500 € a été approuvée au BP 2024 et que, conformément au règlement des subventions, une convention doit être rédigée, il est proposé donc au conseil municipal d'approuver la convention telle que présentée en annexe et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant y reçu délégation à la signer, ainsi que tout document s'y rapportant. Merci. Sur cette convention avec le CNA, y a-t-il des questions? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Autun Destination Culture. Bien, merci Monsieur le maire. Il s'agit donc de la... Sarah Pignol-Defresne sort de la salle. Et Français Gibel, ceci. Mais moi, j'ai cotisé, mais elle n'est pas dans le bureau. Vincent, elle n'est pas dans l'exécutif. Vous êtes dans le bureau?
Non, Vous n'êtes pas au bureau? Sarah, tu peux revenir? Non, mais on n'est pas dans le bureau. Ah, vous n'êtes pas dans le bureau? On est juste cotisant adhérent. C'est bon. Si vous n'êtes pas dans le bureau, c'est bon, parce Il y a que pas de sinon, souci. ça devient compliqué. Non? Pardon? Ah bon? Ah ben non, tu citais les simples membres. Ah oui, mais tu citais simples membres, tu n'as pas de gestion de l'association. Hein. Est-ce que Laurence Combet est là? Après, moi, je peux sortir, Frédéric, c'est pas le souci. On peut tous sortir et laisser la délib à quelqu'un d'autre. Alors on va vérifier tout de suite. Mais pour moi, il y a c'est vrai pas qu'on de est de plus en plus embêtés. On passe à... Attendez. On passe, je vérifie tout de suite, on passe au 5.2, Notre-Dame des Sept Dormants, et je suis à peu près sûr qu'il n'y a pas de membres, il n'y a pas de sept dormants. Là, non, c'est sûr. D'accord. Voilà. Donc, approbation de l'avenant numéro 5 à la convention conclue avec l'association Chapelle Notre-Dame des Sept Dormants. Donc, considérant l'édition 2025 de la Biennale d'Art Sacré organisée par l'association Chapelle Notre-Dame des Sept Dormants, et considérant qu'il convient de formaliser les relations entre la ville et l'association, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer l'avenant ou tout autre document y afférent avec l'association Chapelle Notre-Dame et des Sept Dormants, dont le montant de subvention a été fixé à 20 000 €. Merci beaucoup. Donc sur les sept dormants, y a-t-il des questions? Là, c'est la Biennale d'Art Sacré Contemporain. Hein. L'association s'appelle comme ça. Chapelle Notre-Dame et des Sept Dormants. Jérôme Lequim en étant le président. Pas d'opposition, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Les Beurdins, y a-t-il des Beurdins dans la salle? Peut-être, mais cotisants. Pas de Beurdins. Alors, Gauthier, je te propose de lire la délibération. Bah, vas-y. D'accord. Non, mais je t'en prie. Non, Ah pardon, vas-y. c'était Cathy Oui, Nicolas. Peu importe, c'est une très bonne nouvelle pour les Beurdins et cette association extrêmement dynamique qui a fait d'ailleurs un événement vraiment plus qu'intéressant il y a encore quelques jours. Il est donc demandé d'approuver la convention telle que présentée en annexe, dont le montant de subvention a été fixé à 5 000 € donc, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à la signer, ainsi que tout document s'y rapportant. Merci beaucoup sur les Beurdins qui ont fait un très bel événement et qui ont déjà prévu la suite en novembre. Ils ont fait le Sampatoche pour la Saint-Patrick et donc le Beurdins Festival le 4 novembre au parc le 9 novembre 2024, bien vu, au parc des expositions Les Duins, une association extrêmement dynamique. Sur cette convention avec les Beurdins, y a-t-il des questions? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Pour le spectacle historique d'Autun, il me semble assez évident que Michael Guigeot sorte, on l'attend. Et en attendant, effectivement, les conseillers, donc sur la jurisprudence, les conseillers intéressés ne doivent pas participer au vote. Ensuite, simple adhérent, il peut être considéré comme conseiller intéressé. Néanmoins, en général, le risque d'annulation s'exerce lorsqu'il exerce une fonction dirigeante au sein des organes de l'association, président, trésorier, etc. Donc ça n'emporte pas de risque d'annulation de la libération. En revanche, ça peut emporter la responsabilité des élus l'ayant voté. Donc pour éviter tout risque, il est considéré comme une question du Sénat, question écrite du Sénat de 2022, comme sage de ne pas prendre part à la délibération. Je propose de ne pas prendre part à la délibération. Une fois qu'on aura délibéré sur spectacle historique, il n'y a pas d'autres membres de l'association spectacle historique. Il faut que tu sortes aussi. Oui, vous y êtes pour la ville. Mais maintenant, les missions locales, la jurisprudence pour les missions locales, c'est que même les élus qui sont dans des associations au titre de leur mandat d'élu sont considérés comme potentiellement conseillers intéressés. Ce qui est complètement... bon. Ok. Bon, ça fait du sport. Alors, donc, j'attends que mes collègues sortent. Alors, non,
Si. Spectacle historique, Non. c'est bon. Pas de course. Donc, alors, spectacle historique, ensuite Voilà. on reviendra au 5.1. bien. Merci, monsieur le maire. Donc, l'objet Affaires culturelles, c'est l'approbation de la convention à conclure avec l'association Spectacle historique d'Autun. Considérant donc que des engagements réciproques ont été arrêtés avec l'association dans le but de satisfaire des besoins d'intérêt général, notamment le spectacle que je ne présente plus, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant, ayant reçu de délégation, à signer la convention et tout autre document y afférent avec l'association du spectacle historique d'Autun, dont le montant de la subvention a été fixé à 24 500 €. Merci beaucoup. Association du spectacle historique d'Autun, plus connue sous le nom de Augusto Dunhomme. Sur cette convention, y a-t-il des questions? Pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Je vais faire la délibération d'Autun destination culture. On fera juste après, peut-être. Ok. Alors, Autun destination culture. Donc, il est proposé au conseil municipal. Vous savez que c'est l'association qui a remplacé l'office municipal de la culture il y a quelques années déjà. Et donc, chaque année, pour son fonctionnement habituel, ses frais d'inauguration, etc., la ville consent une subvention de 5 000 €. Et je crois d'ailleurs qu'ils ont annoncé, mais il n'y a plus Gauthier pour le dire, qu'il y a une prochaine exposition de Jean Perrin dans la galerie du Passage, bien connue des Autunois, qui sera donc la prochaine exposition dans ce lieu qui est géré justement par Autun Destination Culture et qui le fait de manière formidable. Sur cet avenant numéro 2 avec la convention Autun Destination Culture, y a-t-il des questions? Pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et nous passons à Shiva. C'est le centre d'histoire vivante d'Autun. Le centre d'histoire vivante d'Autun qui, plus connu pour organiser ces journées historiques. Ce sont les journées de reconstitution dans le théâtre romain qui sont maintenant un rendez-vous important de l'année, de la saison historique, avec Augusto Dunhomme, les journées romaines et donc les journées historiques. Et ce centre d'histoire vivante d'Autun qui a décidé de prendre l'acronyme Shiva, visiblement ne compte pas de membres actifs dans le conseil municipal. Et il convient de poursuivre la convention de subvention avec cette association pour organiser différents événements dont les journées dont les journées historiques. Pardon. C'est ce que je disais. Non, mais sur cette convention reconduite dans les mêmes termes avec l'association Centre d'Histoire Vivante et ces journées historiques qui, cette année, auront lieu en même temps que la libération des 80e anniversaire de la libération, qui permettront aussi de donner une ampleur en termes de reconstitution, de véhicules et d'uniformes. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et donc, c'est désormais la convention avec Humaniste. Donc, Humaniste, c'était Légion 8 Augusta, qui s'est renommée Humanist, et qui, elle, organise les journées romaines, notamment, et puis d'autres activités au cours de l'année, qui loue un équipement de la ville et qui a accrédité depuis 2009 Club UNESCO. Et donc, la convention de subvention avec cette association qui attribue annuellement 28 000 €, donc la ville attribue 28 000 € à cette association Humaniste Légion 8 Augusta, notamment pour les journées romaines Promenade des Marbres qui auront lieu le 3 et 4 août 2024. Sur cette convention avec Humaniste, y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions? Je vous propose de passer au vote. Des abstentions? Pas d'opposition? Unanimité, je vous remercie.
Et nous passons maintenant aux affaires sociales. Monique Gatier, il s'agit du projet Engagement Quartier 2030. C'est le nouveau contrat de ville d'Autun. Nous avions fait dans cette instance, il n'y a pas si longtemps, le bilan du dernier contrat de ville qui était sur la période 2018-2023. Donc je ne vais peut-être pas trop m'étendre pour réexpliquer ce qu'est la politique de la ville et le contrat de ville. Simplement dire que le contrat de ville, en fait, c'est le cadre d'action de la politique de la ville pour ce qui concerne les quartiers prioritaires. Donc nous avons toujours un quartier prioritaire, puisqu'il faut savoir que pour rentrer dans cette politique de la ville, il faut avoir un quartier de plus de 1000 habitants sur une ville de plus de 10 000 habitants avec des revenus modestes, voire précaires. Et donc, ce cadre d'action, il s'agit de définir le partenariat tant au niveau du pilotage que des financements, qui sont des financements de l'État, de l'EPCI, de la ville, de la région, des bailleurs sociaux et éventuellement autres opérateurs tels que la CAF. Et donc maintenant, comme tu l'as dit Vincent, on parle moins de contrat de ville que d'engagement quartier 2030. C'est un nouveau terme qui a été défini pour ce nouveau contrat de ville qui va donc s'étaler de 2024 à 2030. Considérant que la politique de la ville est une politique de cohésion urbaine, de solidarité nationale et locale envers les quartiers défavorisés et leurs habitants, il s'agit d'une politique additionnelle qui vient se rajouter aux politiques de droit commun. Donc nous avons des financements supplémentaires pour financer des projets qui concernent que ces quartiers-là. Elle est conduite tant par l'État et les collectivités territoriales, dont l'objectif commun est d'assurer l'égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leur unité urbaine, et d'améliorer les conditions de vie et de leurs habitants. Je ne sais pas si je vous lis toute la partie après, parce qu'en fait, vous aviez dans les annexes un document, je pense que vous l'avez lu, qui est fort bien détaillé, qui est un gros document sur tous les objectifs de ce contrat de ville. Il y a entre autres une partie particulièrement intéressante qui s'appelle l'arbre à objectifs. Je ne sais pas si vous avez regardé de plus près. Et dans cet arbre à objectifs, on retrouve bien tous les différentes thématiques qui sont couvertes par ce contrat de ville. Donc, cette politique est mise en œuvre au moyen d'une contractualisation, le contrat de ville. Elle mobilise et adapte en premier lieu les actions relevant des politiques publiques de droit commun. Et lorsque la nature des difficultés le nécessite, elle met en œuvre des instruments et des moyens qui lui sont propres. Considérant que les orientations définies avec les habitants et les partenaires, parce qu'avant la signature de ce nouveau contrat de ville, il y a eu tout un travail en amont, tant avec les habitants du quartier qu'avec les partenaires qui sont à la fois institutionnels, mais également associatifs, et donc qui constituent la feuille de route pour le contrat de ville d'Autun pour les 6 années à venir. Donc il est proposé au Conseil d'approuver les orientations, les pistes d'action exposées dans le contrat de ville, le contrat de ville entre la ville d'Autun, la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan et l'État pour la période 2024-2030, ainsi que toute autre convention de partenariat avec les autres signataires durant la dite période, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer les documents contractuels cités ci-dessus, ainsi que tout document relatif à ce dossier, et d'autoriser Monsieur le maire à solliciter toutes les subventions mobilisables pour les actions de la ville d'Autun. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un gros travail contractuel, mais au sens des politiques contractuelles où effectivement on travaille avec la CAF, la région, le département, l'OPAC, les bailleurs sociaux, la SAMCODA, l'État, le PCI pour permettre de décliner jusqu'en 2030 le projet du quartier politique de la ville en termes de réussite éducative, en termes de santé, en termes de lutte contre les discriminations, en termes d'éducation artistique, en termes de locaux, de sport, de concertation. Si vous n'avez pas eu encore l'occasion, dans le document qui est en annexe, je vous invite à lire
essentiellement, enfin vraiment en priorité, les parties qui concernent l'arbre à objectifs, et vous retrouvez axe par axe tous les thèmes qui sont touchés. Effectivement, avec un gros avec axe. Des tableaux, c'est très bien fait. Un gros axe sur la politique de jeunesse, sur le quartier, la laïcité, les engagements de l'éducation nationale. Enfin, c'est vraiment un gros travail, la lutte contre la lutte pour la prévention de la délinquance, la sécurité, et vraiment un travail de grande qualité qui a été salué par justement l'ensemble des partenaires engagés pour cet engagement quartier 2030 de la ville d'Autun et de ses partenaires. Avant que nous fassions une pause sur ce plan d'action engagement quartier 2030, ce contrat de ville, cette nouvelle formule des contrats de ville, période 2024-2030, y a-t-il des questions ou des observations? Pas de questions. Eh bien, félicitations à tous les acteurs. Et donc, je vous propose de passer au vote avant de faire une pause. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On fait une pause de 10 minutes avant la dernière.